Bonjour à toutes les personnes qui nous suivent à distance. Je suis Pavlina Novotny, chef de projet au Hub des Territoires. Alors, le Hub des Territoires, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un lieu unique pensé pour partager, pour accompagner des projets des territoires. Au sein du Hub, on met en contact des collectivités territoriales, des acteurs publics, privés, des startups, des bailleurs sociaux, tous ces acteurs différents autour d'événements, d'ateliers. L'objectif, c'est donc de développer des projets et de faciliter le passage à l'action sur les territoires. Alors, ce soir, nous avons notre troisième séquence des rendez-vous de l'innovation des EPL, un nouveau format webinaire de 30 minutes qui propose un moment d'éclairage sur l'innovation. Alors aujourd'hui, on va aborder comment l'innovation territoriale peut accélérer l'adaptation au changement climatique. Et plus précisément, comment se préparer aux risques de crues induites par le changement climatique. Et sans plus tarder, je donne la parole à Isabelle Bonaujoin, directrice de l'économie mixte à la Banque des Territoires. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous, comme tu le disais. Il y a quelques mois déjà, la Banque des Territoires et la Fédération des élus des entreprises publiques locales lançaient un nouveau parcours, le parcours territoire d'économie mixte innovant et résilient, pour accompagner les EPL à innover en matière d'adaptation au changement climatique. Dans le cadre de ce programme, la Banque des Territoires déploie 5 millions d'euros de crédits d'ingénierie pour accompagner les EPL dans leur démarche d'innovation en matière d'adaptation au changement climatique, mais c'est aussi cofinancement d'actions, de formation du personnel, à la réalisation d'études sur vos opérations innovantes. On vient de publier un guide, un livre blanc plus exactement, intitulé « Anticiper, innover, s'adapter ». Et je pense donc anticiper, innover, adapter les territoires face à l'urgence climatique. Voilà pour le titre complet. Et normalement, vous avez dans le chat le lien vers le téléchargement de ce guide qui peut éclairer les échanges que nous aurons ce soir et dans le cadre plus largement de ce programme. Troisième rendez-vous de l'innovation, tu le disais, pendant 30 minutes, on est ensemble, en direct avec le groupe d'EPL Elegia, bien connu, qui intervient en Isère sur l'aménagement, le portage immobilier ou encore la production d'énergie renouvelable. Nous parlerons plus spécifiquement, ça a été dit, de l'opération Isère-Amont, qui a reçu le Grand Prix du génie écologique pour son action globale en matière de protection contre les crues de l'Isère. Voilà, sans attendre, je passe la parole à Jean-Baptiste Béoutis, qui est le grand architecte de cette initiative de ce soir. Donc un grand merci à lui pour les travaux préparatoires et pour l'animation qu'il va faire désormais. Et bonne séquence. Merci beaucoup, effectivement. Alors, dans une France à plus 4 degrés, il y aura 3 fois plus d'épisodes pluvieux extrêmes. La fréquence des inondations pourrait impacter les choix d'aménagement du territoire, les capacités assurantielles, la sécurité des personnes et leur capacité à se déplacer. La gestion de risque d'inondation n'est pas nouvelle, mais le changement climatique aura pour effet d'augmenter la fréquence et de redessiner la cartographie des inondations. Comment gérer le risque d'inondation lorsque nous ne sommes pas en capacité de contenir les volumes d'eau? Pour y répondre, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Dominique Miret. Dominique Miret, bonjour. Est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous nous entendez? Normalement, vous devriez pouvoir parler avec nous. Donc, Dominique Miret est directeur des mobilités et des infrastructures à Elegia. Avec vous, on va parler de l'opération d'aménagement des rives de l'Isère avec une stratégie d'innovation qui a consisté non pas à contenir l'eau dans son lit, mais à accompagner les débordements. Pour vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à écrire dès maintenant vos questions dans le fil de discussion et nous aurons un temps dédié pour y répondre. Dominique Miret, si vous pouvez me confirmer que vous êtes bien avec nous et que vous nous entendez. Oui, bonsoir à toutes et tous. Bonsoir. Du coup, ma première question sera pour commencer. Est-ce que vous pouvez nous présenter le groupe Elegia et ses activités en matière d'aménagement notamment, mais pas que? Donc, le groupe Elegia, c'est une structure là, qui est coordonnée autour de plusieurs sociétés. Donc, il y a principalement 2 SEM, Territoire 38 et Sarah Développement, et puis il y a 2 SPL. Donc, on est plutôt une structure iséroise, et puis on intervient aussi plutôt sur les départements aussi, donc majoritairement l'Isère
et puis sur les départements limitrophes, qui sont Savoie de Savoie et département des Hautes-Alpes, et puis la Drôme. Donc on a une expertise sur 6 domaines d'activité qui sont différents. Donc vous avez l'aménagement urbain, les constructions publiques, les génies civils infrastructures, qui est donc la partie sur laquelle on va intervenir aujourd'hui principalement, les mobilités, et puis on intervient aussi, comme on l'a dit en présentation, donc c'est les mobiliers, et puis les énergies renouvelables. Voilà, donc on est une structure de 100 personnes, et puis on fait environ 11 millions de chiffres d'affaires annuels sur toutes les thématiques que je viens de vous exposer là. Alors, on va parler aujourd'hui de l'opération Isère-Amont qui a été pensée par le syndicat mixte des bassins hydrauliques de l'Isère pour gérer les crues de la rivière. Quels étaient les objectifs initiaux? Alors, les objectifs initiaux, peut-être, je vais d'abord voilà, vous parler du syndicat, puisque nous, dans le cadre de ce projet-là, donc, Elégia intervenait en tant que mandataire d'un syndicat mixte qui est un GEMAPien, donc le SIMBI en l'occurrence, et le SIMBI rayonne sur la moitié du département de l'Isère. Et donc, vous le voyez donc, sur la partie qui est en couleur là, et puis on a mis en couleur plus foncée donc, le territoire sur lequel s'installe donc, le projet Isère-Amont, qui est la partie donc, ce qu'on appelle le Grésivaudan. Donc le projet Isère-Amont donc, est un projet qui est de l'entrée du département, donc sur la partie haute, je reviendrai après de manière plus explicite, et puis qui va jusqu'à Grenoble. Donc si on peut passer peut-être sur la slide suivante, là, donc le projet Isère-Amont, donc c'est déjà un diagnostic de territoire, donc sur la partie qui était plutôt enfoncée. Donc on a 1 milliard d'euros de dommages si on était assujetti à subir une crue bicentenale, qui est donc la crue de référence de 1859, hein, qui est en capacité donc, de pouvoir drainer 1900 mètres cubes seconde. On a une rivière qui est très artificialisée et coupée sur ses axes naturels. Et puis aussi, c'est un axe vert qui peut valoriser d'un point de vue des usagers, c'est comment est-ce qu'on peut aussi redonner donc, de la connexion et de l'usage des différents usagers donc, en proximité avec la rivière. Donc les grands objectifs de ce projet, c'est principalement dans un premier temps de protéger les zones urbanisées et urbanisables face à la crue de référence qui est celle dont je vous parlais, qui est à l'occurrence de 200 ans, donc 1900 mètres cubes, qui représente environ 10 fois donc, la crue des binominales qu'on peut avoir dans notre statique, de limiter la protection des zones agricoles à la crue centenale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le projet n'avait pas été fait, donc pas aujourd'hui, donc précédemment, puisque le projet est fait, donc les zones agricoles étaient potentiellement inondées des crues qui étaient beaucoup plus fréquentes. Donc, on avait potentiellement la crue décennale, décennale. Et puis là, on est plutôt sur une protection maintenant sur la crue trentenale. On a aussi une gestion des matériaux, donc, pour pouvoir assurer l'équilibre morphologique du cours d'eau. Donc, le cours d'eau nécessite d'avoir un fond du lit qui soit régulé. Donc, on a des transports solides. Donc, on a environ 100 000 m3 de transport donc, sur ce linéaire. Donc, il convient de stabiliser donc, le cours d'eau, puisque le projet consiste à réaliser donc, un projet qui fait que vous avez donc, la partie amont du département, donc, qui est plutôt une zone rurale, et puis après, derrière, l'Isère chemine donc, sur à peu près 40 km de cours d'eau qui est confiné donc, entre deux massifs. Et puis après, derrière, il va passer donc, la ville de Grenoble. Et il faut que le débit de Grenoble puisse être régulé. Et pour cela, donc, on a besoin d'avoir donc, des digues qui sont à une certaine hauteur et qui vont permettre de faire passer donc, un certain débit, et que le seul débit qui peut passer dans Grenoble doit être écrêté sur la partie amont. Je reviendrai après un peu sur le principe de la manière dont on fait le projet. Il y a aussi assurer une restauration environnementale de la rivière. Donc on veut redonner quand même, redévelopper des espaces environnementaux qui ont été perdus dans le temps, puisque le cours d'eau de l'Isère, donc, qui chemine entre les deux massifs, qui est Beldonne et puis la Chartreuse, est confiné donc, aussi entre l'autoroute et puis d'autres infrastructures. Il y a aussi
la voie ferrée, et puis ici, bien, historiquement, autour de ces axes structurants sont développés donc, des villes, des villages. Et donc, bien entendu, il y a eu des prélèvements qui ont été faits, notamment des gravières qui ont été prélevées pour faire ces infrastructures routières, et qui ont fait qu'on a perdu de la biodiversité sur cet axe de cours d'eau, et que le projet a pour vertu aussi de redonner de la biodiversité pour pouvoir repermettre à l'Isère d'être moins chenalisée. Et puis il y a aussi de redonner donc de la connexion aux usagers, donc la capacité à se reconnecter avec l'Isère, notamment en période de forte chaleur, pour avoir des espaces de fraîcheur. Voilà, donc ça c'est le projet Isère Amont. Donc c'est un projet qui a fait l'objet de deux programmes d'action contre programmes d'action de protection contre l'inondation, ce qu'on appelle les programmes PAPI. Et le coût de ce projet s'est monté à 135 millions d'euros sur les 40 km linéaires. Et ces financements, donc vous pouvez voir donc, le projet PAPI, ça permet d'être financé par l'État. Donc il a été financé à hauteur à peu près de 41% par l'État. On a l'agence de l'eau qui a participé à hauteur de 8%. Le département de l'Isère qui a porté aussi 32% des financements, et puis après le reste par les EPCI, les interco, qui sont concernés par ce projet. Alors la spécificité de cette opération, c'est d'avoir accompagné les débordements en dehors du lit de l'Isère. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, comme vous le voyez sur le schéma qui est imagé là à l'écran, donc vous avez à droite l'entrée du département et puis à gauche Grenoble. Donc vous avez donc l'Isère qui est au milieu. Donc sur les parties hautes et basses, vous avez les deux massifs. Et puis après derrière, on a donc l'autoroute qui est en partie blanche. Et puis après, vous avez donc en partie donc pointillée, vous avez la voie de chemin de fer. Vous avez sur ce linéaire, on a donc 29 communes qui sont concernées. Ça concerne 300 000 habitants. Et puis, pour pouvoir protéger donc, les biens et les personnes, donc on a autour de l'Isère, aux abords de l'Isère, donc on a soit des forêts qui existent, soit des zones agricoles. Et donc le principe, c'est de faire en sorte que le débit qui ne passe pas dans Grenoble puisse être écrété, donc puisse déborder sur la partie amont, donc sur tout le linéaire que vous voyez, c'est à peu près les 45-50 km que vous voyez, et qui vont permettre de mobiliser donc, des espaces à moindres enjeux, donc les enjeux plutôt tout ce qui est principalement, prioritairement les forêts alluviales, et puis après, dans un second temps, les zones agricoles. Donc vous voyez que en zone bleu clair, là, donc c'est tout l'espace de terrain qu'on va venir mobiliser pour éviter qu'on inonde donc, soit les zones à enjeu, donc les habitations, ou soit les zones d'activité, et ce qui ne passerait pas dans le Grenoble. Donc ça représente, toutes les taches bleues que vous voyez représentent quand même un volume de l'ordre de 35 millions de mètres cubes. Voilà, donc on est en capacité de pouvoir stocker 35 millions de mètres cubes en cas de crue, pour éviter que les habitations et Grenoble soient inondées en pic de crue, pour une référence de crue de l'ordre de 1900 mètres cubes, qui représente la crue bicentenale. Alors, la crue bicentenale, ça veut dire que c'est la capacité, une occurrence, voilà, d'une crue qui arriverait tous les 200 ans. De passer à la slide suivante pour vous illustrer. Donc, on a un schéma qui montre que vous avez donc l'Isère qui coule dans son cours d'eau, dans son lit vif, prioritaire. Et puis après, dès lors, on a donc un débit de crue, ce qu'on appelle la crue trentenale, donc qui peut arriver tous les 30 ans, qui représente à peu près 1200 mètres cubes. Donc, crue trentenale, c'est 1200 mètres cubes, et la crue de protection, c'est 1900 mètres cubes. Donc, on vient avoir des déversements par gravité. Donc, vous voyez sur la partie amont, donc on a des échancrures dans la digue qui font qu'on vient donc mettre donc, les 35 millions de mètres cubes dans les zones où vous voyez des arbres ou des cultures. Et puis après, on crée des nouvelles, on va dire, digues de second rang qui permettent de confiner donc, les débordements donc, dans des grandes bassines, pour protéger donc les habitations, voire les secteurs d'activité.
la slide suivante là, pour vous montrer donc, une illustration. Donc, un retour d'expérience qu'on a eu donc, en novembre 2023. Vous voyez donc une zone de débordement qui fait que ce qui passe dans l'Isère, donc quand on est au-dessus des débits là, qui ne passent pas dans Grenoble, on vient mobiliser donc, ces fameuses zones dont je vous parlais au préalable. Et ce qui est important de tenir, c'est que sur tout le linéaire qu'on a, donc sur les 50 km, donc les 16 champs d'inondation contrôlés, on mobilise donc les 16 champs d'inondation contrôlés de manière quasiment simultanée. C'est-à-dire que ce n'est pas des mobilisations en cascade, donc il y a une solidarité quand même des territoires, c'est-à-dire que sur les 26 communes concernées, donc les 26 communes vont aussi mobiliser une partie des stocks à prendre pour éviter que la partie aval soit submergée. Donc on a bien une solidarité, ce n'est pas la partie amont qui se remplit puis après les autres. Donc on a un projet qui fait que toutes les communes, les 16 CIC, sont mobilisées quasiment de manière simultanée. Donc sur ce projet-là aussi, c'est un projet aussi qui protège contre les inondations, mais aussi qui a aussi une vraie vocation à hauteur environnementale, donc puisqu'on a restauré donc sur le long, donc on a reconnecté donc ce qu'on appelle des forêts alluviales, c'est-à-dire que historiquement, donc, on a construit donc le cours d'eau qui cheminait entre deux digues et donc qui était très chenalisé. Et donc on a redonné des espaces, on a fait des reculs de digues. Donc si on peut passer, après on va voir une animation. Voilà, donc vous voyez qu'on a recréé des digues un peu en retrait de celles que vous pouvez voir sur la partie gauche, pour faire en sorte que dans le temps, donc pour le coup là, on voit sur l'image qu'on va voir l'Isère qui va venir donc sur le plan d'eau, donc il va recapter le plan d'eau. Et donc tout l'espace que vous voyez entre la partie qui est la partie marron là, qui vient d'être animée, et puis le cours d'eau, tout ça, ça sera à moyen long terme, donc le cours d'eau de l'Isère. Donc on aura le cours d'eau qui va pouvoir méandrer. Et donc on a redonné 300 hectares de forêt alluviale, ce qui va permettre dans le temps de retrouver des essences qu'on avait il y a plusieurs décennies, qu'on a perdues du fait de l'artificialisation du territoire, qui permettent, de redonner donc, de la biodiversité, mais aussi qui permettent aussi d'avoir ce caractère de protection contre les inondations, puisqu'on redonne aussi du gabarit et de la section hydraulique à l'Isère pour pouvoir stocker ces fameux pics de crue. On a aussi, voilà, donc on a aussi d'autres actes de travail qu'on a eu sur ce dossier-là. Donc on a travaillé donc avec un comité scientifique qu'on a mis en place, un comité scientifique qui était avec le Centre national de botanique alpin, pardon, les associations environnementales du secteur. On a eu l'IRSTEA, on a eu l'OFB qui était l'ONCFS à l'époque, puisque on est sur un cours d'eau pour lequel la présence du castor était très présente. Et donc on a travaillé avec l'ONCFS pour pouvoir faire en sorte de pouvoir faire les travaux sans avoir de destruction donc de taillis de castor, et de aussi redonner un peu d'espace de nourriture. Donc une fois que le projet était terminé, donc on s'est aperçu que entre 2011 et puis maintenant, on a une augmentation de 30% de la fréquentation des castors, donc sur les 50 km de projet. On a associé aussi à ce comité scientifique donc l'université du laboratoire d'écologie alpin de Grenoble, et puis aussi l'école d'ingénieurs de Lullier de Suisse, et puis bien entendu d'autres des différentes bureaux d'études ou compétences en matière de botanique. Donc on avait un comité scientifique pour pouvoir redonner aussi des espaces à des espèces protégées, notamment, donc vous voyez donc la petite macette hein, que vous avez sur la partie gauche, et puis aussi d'autres espèces qui étaient aussi ciblées comme l'inule de Suisse, le sénesson du Marais. Voilà. Donc différents sujets pour lesquels on a travaillé sur ce projet en matière de biodiversité. On a aussi renaturé donc 8 plans d'eau, donc 25 hectares de milieux aquatiques et humides qu'on a retrouvés donc, sur ce projet. Et puis on avait illustré, c'est que dans les zones de recul de digues qu'on vous a montré tout à l'heure là,
On a replanté plus de 18 hectares de plantation. Et puis, on a aussi, sur tout le linéaire, recréé de la continuité piscicole avec les confluences, donc les cours d'eau qui arrivaient, donc, pour pouvoir faire en sorte que les cours d'eau soient à nouveau reconnectés avec l'Isère. On a 8 confluences qui ont été reconnectées d'un point de vue piscicole. Peut-être là, après, sur la slide d'après. Voilà, donc c'est un projet qui a deux thématiques. On a su conjuguer les deux thématiques, donc la protection contre l'inondation, mais aussi la biodiversité. Et aussi, c'est un projet qui est intégré d'un point de vue sur toutes les thématiques, c'est-à-dire que ce projet, donc, il s'est déroulé entre 2011 jusqu'à 2022. On l'a terminé, donc maintenant il est dans sa période de pleine efficience. On a brassé environ 1,5 million de mètres cubes de matériaux pour faire ce projet. Donc des matériaux qu'on a sortis donc, du cours d'eau pour pouvoir, ce que je vous disais initialement, faire en sorte qu'on ait une section hydraulique qui permette d'avoir donc la crue trentenale qui puisse passer donc, entre les deux digues. Et puis, sur certaines parties, il a fallu qu'on conforte les digues. Donc les digues, hein, c'est comme, vous pouvez l'imaginer, c'est des digues géotechniques, hein, donc c'est des ouvrages en matériaux sélectionnés. Donc on a comme les barrages qu'on peut faire, hein, les grands barrages poids qu'on fait en matériaux. Donc les digues sont aussi pensés de cette manière-là. Hein. Donc c'est des vrais ouvrages à part entière qui sont calculés. Et donc on s'est servi des matériaux qu'on a sortis de l'Isère, donc on les a sélectionnés pour pouvoir faire des digues qui soient robustes. Et donc on a réutilisé principalement donc la majeure partie de ces 1,5 million de mètres cubes pour pouvoir faire des confortements, donc sur les parties qui étaient les matériaux plutôt graveleux, et puis sur les matériaux qui étaient moins nobles, donc ce qu'on peut appeler les parties qui sont plutôt fines, hein, ce qu'on appelle les sablons, on les a repris pour pouvoir refaire des aménagements environnementaux. Donc vous avez vu tout à l'heure, il y avait la gravière, donc on a remis ces matériaux-là dans les gravières qui avaient été faites initialement pour pouvoir faire des infrastructures ferroviaires et autoroutières, pour pouvoir redonner donc, des nouveaux espaces écologiques, faire des hauts fonds. Donc on a réutilisé quasiment la totalité des matériaux, soit au bénéfice de pouvoir faire des ouvrages de protection, soit de refaire des ouvrages écologiques. Et puis, toutes les parties de territoire qui étaient boisés, on devait venir faire des infrastructures. Donc on a déboisé et on a fait en sorte que les bois soient revalorisés et qu'ils soient remis dans la filière donc, énergétique locale, puisqu'on a des filières de chauffage bois là, donc, qui permettent de chauffer donc, les différentes grandes villes. Donc on a réinjecté aussi donc, ces bois dans la filière locale pour pouvoir travailler le maximum en circuit fermé. Alors, quand on pense aux opérations d'aménagement, on pense évidemment aussi à l'usager, à la concertation avec les usagers. C'est aussi un aspect que vous avez pris en compte dans ce projet et particulièrement valorisé. Oui, donc il y a eu l'usager qui pu être sur différents vecteurs. Donc là, il y a l'usager qui est, on va dire, l'usager qui est plutôt dans l'axe économique dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis après, il y a l'usager qui est plutôt sur l'aspect plutôt ludique et on va dire de loisirs. Donc on a aussi sur tout cet axe-là, donc fait en sorte que les digues qui étaient construites puissent être reconnectées donc aux différents riverains, hein, donc puisqu'on a quand même 300 000 personnes là, qui habitent sur ce bassin-là, et de faire en sorte que les riverains puissent à nouveau se rapproprier les digues. Donc, différents usages. Donc, les usages qui peuvent être les usages de loisirs tels que vous voyez. Il y a aussi des parcours qu'on a identifiés pour pouvoir, comme vous voyez sur le tableau d'à côté, là, redire ce qu'on a et imager ce qu'on a refait et ce qu'on a requalifié d'un point de vue environnemental. Et puis après, il y a aussi ces axes-là qui permettent aussi d'avoir on va dire des accès à l'eau. Alors, c'est des accès à l'eau où on a des proximités avec l'eau pour pouvoir se réapproprier dans des espaces de fraîcheur. On sait que maintenant, avec les conditions climatiques qu'on a, tout à chacun, on vient rechercher donc, les eaux de fraîcheur. Les eaux de fraîcheur, on les retrouve principalement donc, aux abords donc, des cours d'eau. Et puis aussi, le fait qu'on ait beaucoup aussi arboré donc, les rives fait qu'on a aussi des espaces d'ombre et qui sont fortement recherchés en période estivale. Voilà, donc on a aussi cette communication-là qu'on a eue. Donc il y a eu une grosse concertation qu'on a eue sur ce projet. Donc
tant avec les communes ou les usagers, et voir aussi le monde agricole, puisque, comme je l'ai dit au début, on impactait aussi grandement les terres agricoles, puisqu'on avait besoin, au-delà des espaces, je vous ai dit, les espaces qui étaient boisés, on mobilise aussi en période de crue les terres agricoles qui sont derrière les digues. Alors concrètement, justement, comment ça se passe, ce dialogue avec les différents acteurs, les riverains, notamment sur tout ce qui va être à proximité immédiate de la rivière? La proximité immédiate, c'est principalement, vous voyez, on a imagé sur la partie gauche, donc vous avez historiquement l'Isère qui est au centre. Vous avez les digues qui sont de part et d'autre, qui en rouge, soit qui existaient, soit qu'on a déplacées. Et le Simbi s'est approprié, est devenu propriétaire de tout ce qui est, alors pas le cours d'eau parce que ça relève de l'État, quoi, hein. Mais par contre, à partir des éléments structurants qui sont les digues et les espaces arrière, ce sont des espaces que le Simbi a dû s'approprier pour pouvoir maîtriser les inondations ou voir les aménagements. Et donc, il y a eu des concertations qui se sont menées avec, bien entendu, les propriétaires fonciers, mais aussi avec les usagers. Donc, il y a des concertations qui ont été menées depuis 2006. Et puis, déjà pour pouvoir faire adhérer le projet et recueillir aussi les besoins du projet sous tous les axes que peut proposer ce projet, tant en matière d'usage, en matière aussi d'éléments économiques. Et ce projet-là n'a pas été qu'une concertation dans sa phase de conception, c'était aussi une phase de concertation tout au long du projet. C'est-à-dire qu'il y a des comités consultatifs qui ont été mis en place. Donc ce projet-là a drainé la concertation de plus de 80 acteurs, hein. On faisait des concertations annuelles et donc on réunissait 80 acteurs minimum tout au long du projet. Donc les acteurs qui étaient les communes, les associations des riverains, des acteurs aussi économiques du projet pour leur montrer la manière dont on avançait sur le projet. Et puis, comme c'est un projet qui était aussi long sur le temps, puisque c'est des projets qui s'installent sur une durée assez longue, c'est un projet qui s'est fait de 2011 à 2023, donc 22-23. Donc vous voyez, il y a 10 à 12 ans de projet. Et le territoire évolue quand même sur 12 années. Quand vous le définissez à un temps donné, vous avez un territoire qui nécessite d'évoluer, donc il faut aussi l'adapter au gré de l'évolution du territoire. Donc ces concertations ont permis aussi d'adapter le projet par rapport à l'évolution des territoires. Alors, on a aussi un zoom particulier, c'est que sur la partie amont, on est quand même sur une activité économique à forte densité agricole, et qu'on a quand même mobilisé les zones agricoles. Dès lors où on est en crue trentenale, vous voyez qu'on vient mobiliser pour partie des zones agricoles. Et donc, on a mis en place un protocole agricole. Donc, le département qui a initié ce projet-là a mis en place un protocole agricole qui permet de faire en sorte que 100% des dommages, si le secteur non inondable est rendu inondable, donc il y a, ce projet a permis de faire en sorte que on ait 40% des dommages si le secteur est déjà inondable et reste maintenu ou abaissé, qui sont les zones vertes. On a voilà, donc il y a eu un protocole qui a été mis en place avec les agriculteurs, c'est-à-dire que si les agriculteurs sont inondés, donc ils bénéficient donc de dommages. C'est-à-dire que si avant le projet, donc les zones n'étaient pas inondées et qu'on vient inonder donc les zones qui sont les zones de culture, donc il y a 100% des récoltes qui sont donc indemnisées par les agriculteurs. Il y a 88% des dommages qui seront indemnisés si les zones étaient potentiellement inondées, mais que le projet a aggravé ces zones, et puis 40% quand même néanmoins d'indemnités qui sont perçues par les agriculteurs, quand bien même cette zone-là n'était pas inondable avant le projet. Voilà. Et pour dire, bon, après, les différents intervenants qu'on a eu qui sont intervenus sur ce projet-là, donc
Donc vous avez le SIMBI qui est le porteur du projet et l'EGIA avec Isère Aménagement qui représente la maîtrise d'ouvrage, une équipe de maîtrise d'œuvre, donc vous voyez les noms, et puis les structures de recherche qui ont constitué en gros ce que j'ai dit tout à l'heure, donc le comité là, consultatif là, concernant la biodiversité, et puis les différents financeurs et les 53 lots d'entreprises qui ont permis de faire les travaux. Merci beaucoup. Alors, comme le temps file et qu'on arrive à la fin de la présentation, on va peut-être prendre une question s'il y en a dans le fil de discussion. Sinon, j'en ai une pour vous. On voit bien que le projet s'inscrit sur le temps long, qu'on est sur un projet qui se compte en dizaines d'années. Le climat, la réglementation évolue. Le fait d'être une entreprise publique locale avec les collectivités à ses côtés, est-ce que ça permet cette adaptabilité, cette souplesse, cette agilité pour pouvoir avoir un projet qui soit résilient dans le temps? On vient auprès des collectivités puisque Elegia donc, a une expérience là, en la matière de projets, donc de gros projets. Donc, oui. Je l'ai dit dans la présentation, c'est que il y avait plus de 80 acteurs qui étaient concernés sur ce projet. Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit en capacité de pouvoir donc, fédérer ces 80 acteurs pour faire le projet. C'est un projet qui s'installe, qui est long dans le temps. Et c'est un projet aussi qui nécessite d'être adapté par rapport à l'évolution du territoire. L'évolution du territoire, elle est aussi, contribue aussi à l'évolution du changement climatique. Donc, vous avez des espaces sur certains projets où on s'aperçoit que il y a des zones aujourd'hui qui peuvent être développées puisqu'il y a des espaces de centrales photovoltaïques qui peuvent trouver leur place, notamment dans des zones nouvelles qu'on n'avait pas identifiées il y a 10 ans. Et donc, comment est-ce qu'on adapte ce projet-là pour pouvoir installer ces évolutions? Oui, Elegia permet d'avoir ce regard-là et d'être un complément vis-à-vis des structures. Et on a aussi un regard qui est un peu élargi puisqu'on intervient sur différentes thématiques. Donc, on a aussi cette capacité d'avoir cette convergence de compétences et de la mettre au bénéfice d'un projet. Merci beaucoup. Du coup, je retiens deux positions fortes pour ce projet. Premièrement, le travail sur la solidarité territoriale avec les agriculteurs, avec les collectivités pour accompagner les débordements de l'Isère et non pas la contenir dans le lit de la rivière. Et deuxièmement, l'ensemble des co-bénéfices, parce qu'on a parlé non seulement de protection contre les inondations, mais aussi de biodiversité, d'écosystèmes avec les forêts alluviales, cette reconnexion avec la nature et d'avoir pas uniquement un projet qui ne vise que de la protection contre l'inondation, mais qui va au-delà de cet aspect-là. Peut-être rapidement, en 2 minutes, sur des points d'actualité d'événements. On vous l'a dit en introduction, on vient de publier un livre blanc, Anticiper, innover, s'adapter, les territoires face à l'urgence climatique. Vous pourrez télécharger librement sur notre site internet. Nos prochains événements au Hub des territoires, ça sera mercredi 2 juillet pour l'atelier du Réseau national des foncières de redynamisation. Ça sera également mercredi 2 juillet, mais l'après-midi, sur penser et développer les territoires à l'échelle des bassins de vie. Quels outils? Le premier est en partenariat avec la Fédération des élus des EPL, celui-ci est en partenariat avec la Fédération des élus des EPL, Intercommunalité de France et Cadre de ville. 2 événements également que nous partageons par nos partenaires. La rencontre nationale des entreprises publiques locales, jeudi 19 juin, organisée par la Fédération des élus des entreprises publiques locales. Les entretiens de l'aménagement à Lyon, le 26 et le 27 juin, organisés par le Club Ville Aménagement. Et également, je vous informe que la CET est en train de déployer une offre de formation liée à l'innovation, qui n'est pas exclusive, mais en tout cas qui peuvent intéresser les personnes concernées. Je vous remercie à tous pour cet échange et un grand merci à Dominique Miret pour la qualité du propos. C'est toujours un peu court, mais très, très intéressant et percutant. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouveaux événements sur le parcours Territoire d'économie mixte, innovant et résilient, que vous pourrez retrouver sur la plateforme banquedesterritoires.fr. Merci à tous.